Dans les livres d'histoire, on croise des rois, des empereurs, des explorateurs, mais rarement des reines, des guerrières ou des savantes. Pourtant, elles ont existé, elles ont changé le monde, et bien souvent, elles ont été effacées. Dans L'Arène des Reines, je vous raconte l'histoire de ces femmes oubliées qui auraient mérité un trône dans nos mémoires. Alors, installez-vous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Camille Claudel, une sculptrice de génie, une météorite dans l'histoire de l'art. Une femme qu'on a enfermée, oubliée, réduite à un simple chapitre dans la vie d'un homme. Spoiler, ici, on va remettre les choses à leur place. Accrochez-vous, cette histoire parle d'amour, de marbre, de passion, et bien sûr d'une injustice longue de plusieurs années. Camille Claudel naît en 1864, dans une famille bourgeoise, dans l'Aisne. Dès l'enfance, quelque chose surprend. Elle sculpte la terre de son jardin, comme d'autres jouent à la marelle. Elle modèle, elle façonne, elle crée des silhouettes entières à partir de simples cailloux. Sa mère n'aime pas ça du tout. Elle rêvait d'une fille bien sage, entre broderie et piano, obligatoire bien sûr. Mais son père, Louis Prosper, voit bien qu'il y a chez Camille quelque chose de très rare. Un feu, une obstination, une intuition des formes. À 12 ans, elle commence déjà à sculpter des portraits de sa famille. Mais sa sœur déteste poser et son frère encore plus. D'ailleurs, son frère, c'est Paul Claudel. Oui, vous avez peut-être déjà entendu parler de lui. Il fut ambassadeur, écrivain et diplomate. Et il deviendra plus tard, disons-le gentiment, un obstacle majeur dans la vie de Camille Claudel. Alors que Camille a 17 ans, son père décide de tout quitter pour Paris, rien que pour lui permettre de suivre sa vocation. On est loin du cliché de la famille qui bride sa fille. Lui, il la porte à bout de bras. Et heureusement, parce que Paris, à la fin du 19e siècle, c'est the place to be pour les artistes. Un chaos d'ateliers, de cafés, de salons, de débats, de coups de génie. Et c'est là que Camille va entrer dans la légende. Camille est repérée dans un atelier de sculpture dirigé par Alfred Boucher, qui dit à Rodin « Va voir cette jeune fille, elle a quelque chose ». Rodin arrive, il voit ses mains travailler l'argile, et il comprend en 30 secondes que la jeune femme n'est pas juste douée. Elle est bien plus que ça, elle est exceptionnelle. Alors, il l'engage dans son atelier. À partir de là, tout s'enflamme. Entre Camille et Rodin, qui est un sculpteur réputé de l'époque, c'est une rencontre artistique, intellectuelle, physique, une fusion totale. Ils s'inspirent, ils se stimulent, ils se corrigent et ils créent ensemble. Beaucoup d'historiens soutiennent que certaines sculptures attribuées à Rodin portent la patte de Camille, ses gestes, ses formes allongées et sa sensibilité au mouvement. En effet, laissez-moi vous exposer la situation. Déjà, Rodin est célèbre, et elle est une femme. Rodin est puissant, alors qu'elle n'a aucun réseau. Rodin a 24 ans de plus, une compagne depuis longtemps, et une réputation à préserver. Alors Camille devient sa muse, son bras droit, son amante. Mais quand elle demande la reconnaissance professionnelle qu'elle mérite, la machine se grippe. Les commandes importantes ne viennent pas, les critiques la comparent systématiquement à Rodin. Et Rodin lui-même, malgré son admiration sincère, ne peut ou ne veut lui donner la place qu'elle mérite. Pour comprendre Camille Claudel, il faut comprendre son art. Et là, on est dans quelque chose de radical, de nerveux, de sensuel, de vivant. Son matériau de prédilection, c'est le marbre. Bon, hyper difficile à manier, vous en conviendrez. Mais elle le travaille comme un textile. Elle sait lui donner la douceur d'une peau, la tension d'un muscle, la fragilité d'une émotion. Laissez-moi vous décrire quelques-unes de ses œuvres majeures. Parmi elles, il y a notamment l'œuvre qu'elle appelle l'âge mûr, une pièce bouleversante.
Un homme mûr tiré vers une femme âgée, symbole du devoir ou de l'ancienne maîtresse, pendant qu'une jeune femme à genoux le supplie de rester. Cette jeune femme, on imagine bien que c'est Camille. La douleur est si palpable sur cette œuvre que même un critique de l'époque écrivait « On sent qu'il s'agit ici d'une tragédie intime ». Et oui, ce critique écrivait cela bien avant que l'on sache ce que Camille vivait réellement. Mais Camille aime aussi les œuvres plus douces, notamment La Petite Châtelaine, un buste d'enfant aux boucles fines, au regard sérieux et lumineux. Beaucoup y voient l'autoportrait émotionnel, c'est-à-dire la tendresse que Camille n'a jamais vraiment reçue. Au début des années 1890, la relation avec Rodin devient toxique, très très toxique. En effet, Camille veut s'affirmer en tant qu'artiste, et en tant que personne aussi. Or, Rodin ne veut pas qu'elle parte. Il la tient sous sa coupe. Alors elle se méfie, elle doute et elle souffre. Puis la rupture se produit. Elle est violente, elle est définitive. Camille plonge alors dans une période hyper productive. Elle crée ses œuvres majeures dans ces années-là, mais aussi dans un isolement grandissant. Elle se sent copiée, surveillée, trahie. Son atelier devient un bunker mental. En 1913, quelques jours après la mort de son père, le seul qui la soutenait encore, son frère Paul fait interner Camille, sans son consentement et sans raison médicale solide. Et tenez-vous bien, elle y passera 30 ans. Ce qui est d'autant plus horrible dans cette histoire, c'est que même les médecins tentent de convaincre la famille de la faire sortir. Ils disent « mais elle peut vivre dehors, elle peut travailler ». Mais Paul Claudel refuse. Sa mère refuse. Et Camille reste derrière les murs. Camille meurt en 1943. Elle est enterrée dans une fosse commune. Et son nom n'apparaît même pas sur la pierre. Sa vie s'est terminée dans la souffrance. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les années 1980-2000, les critiques, conservateurs et historiens de l'art commencent enfin à réévaluer son œuvre. Et là, c'est un choc. On découvre une artiste majeure, indépendante, visionnaire et injustement sacrifiée. Ses œuvres sont exposées dans de nombreux musées. Mais il y en a un qui a une importance toute particulière pour moi. Parce que oui, Poitiers, ma région d'origine, joue un rôle clé dans la mémoire de Camille Claudel. Le musée Sainte-Croix de Poitiers possède l'une des plus belles collections publiques d'œuvres de Camille Claudel en France. On peut notamment y admirer des pièces rares qui montrent toute l'évolution de son style. Les œuvres y sont exposées avec une mise en lumière douce, presque intime, qui permet d'observer les détails, la tension des doigts, les fines stries du marbre, les regards à peine esquissés. Ce musée est un lieu à taille humaine, mais chargé d'émotions. Et voir Camille Claudel prendre autant de place dans un lieu dédié à l'art, c'est comme une petite victoire. Une façon de dire que, même si son époque l'a brisée, la nôtre peut la célébrer. Camille Claudel, c'est l'histoire d'un génie pris au piège d'une société qui n'acceptait pas qu'une femme puisse être une grande artiste sans être l'ombre d'un homme. C'est l'histoire d'une passion créatrice, d'un amour dévastateur et d'un internement injuste. Mais c'est aussi l'histoire d'une renaissance, parce que son œuvre, elle, n'a jamais cessé de parler. Aujourd'hui, quand on regarde ses sculptures, on voit ce qu'elle a voulu transmettre. La vérité des émotions, la force du mouvement et également la vulnérabilité du corps. Et c'est une intensité qui traverse les siècles. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire vous a intéressé et que le podcast vous plaît, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas également à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi qu'un petit commentaire. À très bientôt pour un prochain épisode.